Une vidéo Sud Radio a le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Robert Eden. Bonjour Robert. Bonjour. Alors ce château, la Maris, vous avez fait quoi avant de le rejoindre en 97 ? Vous avez beaucoup voyagé ? J'ai effectivement voyagé, oui. Je suis allé un peu partout. Australie, Italie, la Bourgogne, l'Espagne, Californie. Vous étiez quoi dans le vin ? Vous travailliez que dans le vin. Ouais. Mais comme courtier, comme agent, comme œnologue ? Au début en Australie pour tailler. Ouais. Après dans les chais. Après, en Italie, partout. En Bourgogne, en tant que courtier. Voilà, en Espagne, en tant que courtier. En Californie, dans les chais. Donc, vous avez été un grand voyageur du vin, on va dire, quoi. Ouais. Au début, oui. Et alors, bariste, vous êtes posé, vous êtes assagi. Vous êtes deux associés maintenant, c'est ça ? Voilà, on est deux associés. J'ai un associé américain avec moi. Ouais. Ah, depuis le début, d'ailleurs. Depuis le début, quoi. Voilà. Et vous êtes en quelle appellation ? Minevoie-la-Livinière. Ouais. Et alors, Christelle, alors ça, ces vins, là, on va tutoyer les grands vins du Languedoc, là, aujourd'hui. Oui, exactement. Vous pouvez nous expliquer, c'est le premier cru, je crois, reconnu du Languedoc, c'est ça ? La Livinière ? Voilà, la Livinière était le premier cru reconnu en 98. Qu'est-ce que ça change ? Dis donc. Non, ça change. Très bonne question. Voilà, très bonne question. Non, qu'est-ce que ça change rien au terroir, en fait. Ça change rien au raisin. Et ça change pas les hommes non plus. Ça change pas grand-chose. Mais peut-être ça change d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que les gens regardent différemment parce que vous êtes dénominé quelque chose d'un peu plus spécial que les autres. De plus qualitatif, au final ? Plus qualitatif, oui. L'aire de Minevoie-la-Livinière, c'est 2500 hectares. Ouais. Donc, dans le Languedoc, ça c'est assez petit quand même. Quoi. Frédéric Brochet, ces premiers crus, ces grands crus, c'est quoi ? C'est fondé, c'est du marketing ? Parce que Robert, il a une bonne tête, les vins sont excellents, mais on ne sait jamais. Hein. Le choix de la France qui consiste à vouloir sans cesse identifier les terroirs, il est lié au fait qu'effectivement les instances, on va dire, ont l'idée que, en l'image de la Bourgogne et des grandes appellations bordelaises, mais surtout de la Bourgogne, où finalement on doit individualiser. Et puis il y a un petit peu une dimension politique autour de tout ça. C'est-à-dire que ça fait plaisir toujours un peu aux gens du terroir d'avoir leur appellation, d'avoir leur identité. Oui, alors on connaît les appellations historiques. Par exemple, c'est récent aussi. Muscadet, c'est récent aussi, ouais. Alors, je voudrais juste revenir sur le grandiose du paysage. C'est un très très beau pays, la zone du Minervois, ça tire son nom d'un petit village qui s'appelle Minerve, qui est très très beau, qu'il faut absolument visiter. Et il y a absolument un paysage incroyable parce que c'est au pied de la montagne Noire. Et donc c'est très très beau, c'est des terroirs exceptionnels. Donc il faut aller visiter et bien sûr il faut déguster avec modération les très beaux vins. Christelle. Quels sont les cépages que vous cultivez ? Syrah, principalement, Grenache, Carignan, et pour les blancs, Grenache gris. Beaucoup de blancs ? Ou principalement, non, très peu de blanc. Un peu de vin rosé aussi ou... Non. Non, on fait pas. De temps en temps, s'il faut, mais non. Dans les mauvaises années, on fait du rosé, oui. Voilà. On aime beaucoup ce genre de remarques. David Cobol serait tout à fait d'accord avec vous. Christelle. Alors, le rosé est très bon dans les mauvaises années, tu vois. Oui. Ouais. Vous avez un chai de vinification, je crois aussi, qui est un petit peu particulier. Oui, on a construit notre chai de vinification avec des briques de chanvre et de chaux. En fait, j'ai voulu un bâtiment complètement naturel, complètement à base de plantes, en fait. Et c'est un bâtiment totalement végétal, totalement recyclable, donc qui a un aspect intéressant au niveau de l'utilisation de l'énergie. Donc, ça utilise très peu d'énergie. Et puis, ça génère très peu d'énergie. Donc, toute l'énergie, l'idée, c'est que toute l'énergie est générée par la fermentation des raisins. Vous êtes jusqu'au boutiste, hein, parce que je crois que c'est une vraie conviction pour vous, tout ça, et que vous avez même une façon d'exporter vos vins, je crois, à New York assez particulière. Si vous pouvez nous raconter. Pas particulier, ça a été fait depuis tout le temps comme ça. Non, on a fait par bateau à voile, oui. Depuis assez longtemps, parce qu'on cherche, à amener notre raisonnement jusqu'au bout. Et c'est combien entre Le Havre et puis New York en char à voile, là, en bateau à voile ? 3 semaines. 3 semaines, oui. Ça va. 3 semaines, mais si le vent va bien. Oui, après, c'est ça. S'il n'y a pas de vent, après, ça dépend des vents. Est-ce que le vin se bonifie sur un bateau, Frédéric Brochet ? Il y a eu plein d'expériences en la matière, mais peut-être il a un témoignage à nous apporter. En tout cas, il peut se fatiguer sur des conteneurs en haut d'une pile où il fait très chaud. D'accord, mais est-ce que le vin se bonifie ou pas pendant 3 semaines là ? Bien sûr. Mais vous se bonifie parce qu'il gagne des dollars ou parce qu'il se bonifie parce qu'il est meilleur ? Non. Je pense qu'après, ils ont créé le
coque spécialement pour faire en sorte que le vin reste stable. Oui. Donc évidemment, ça bouge, mais ça bouge pas très fort. C'est pas négatif pour le vin, quoi. Non. Nous avons envoyé des vins, en particulier des vins différents, surtout et aussi des vins sans soufre, justement pour tester si ça a fait un changement ou pas. Et on n'a pas trouvé de changement négatif. D'accord. Christelle. Vous travaillez beaucoup sans soufre ? Tous nos vins sont vinifiés sans soufre, oui. Après, on fait peut-être 20% de la production en bouteilles sans soufre. Donc sans soufre ajouté, vous arrivez à vraiment les maintenir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça l'enjeu sur les vins sans soufre, c'est d'arriver à les maintenir dans le temps. Quelles techniques vous utilisez? Des élevages longs je suis un hérétique, moi. Je filtre. Je filtre des vins sans soufre. D'accord. Voilà. Alors Frédéric, on comprenne là, parce que là, c'est pareil, on est reparti entre initiés là. Alors, exactement. Donc, pourquoi est-ce qu'on filtre et pourquoi il sourit quand il dit qu'il filtre un vin sans soufre? Alors, parce que, donc d'abord, pourquoi un vin sans soufre? Il y a un certain nombre de gens qui sont allergiques au sulfite. C'est la raison pour laquelle la réglementation impose qu'on indique la présence de sulfite dans le vin. Bon, ce qui est plutôt une bonne chose, ça, non? C'est une bonne chose. Bon. Donc, effectivement, le meilleur moyen d'éviter ce problème, c'est de limiter la dose de soufre qu'on ajoute, qui n'est d'ailleurs pas du soufre, qui est finalement le dioxyde de soufre, mais on dit soufre par extension. Et donc, pour limiter quand on limite cette dose-là, et pourquoi on utilise du soufre? Parce que c'est à la fois un antiseptique, mais surtout un conservateur, pas naturel, mais un conservateur historique utilisé dans le vin. Et donc, quand on le met pas, on a un potentiel risque d'infection par des bactéries acétiques qui peuvent transformer le vin en vinaigre, puis un risque un peu d'oxydation qui peut être un peu plus rapide. Alors pour se prémunir du risque bactérien et levurien, en particulier si c'est des vins blancs, mais dans les vins rouges ça se passe pas, eh bien on va essayer de diminuer la charge de microbienne, et donc pour ça on va filtrer. Alors c'est pas pourquoi il dit que c'est un hérétique, parce que normalement les gens qui font du sans soufre, ils vont là aussi au bout de la démarche, c'est-à-dire ils préfèrent ne pas utiliser du tout la technologie, donc ils prennent un risque supplémentaire que le vin s'infecte, si on peut dire, et qu'il devienne pour lui aussi infect au sens propre. Un petit vinaigre exporté aux États-Unis. Combien ça coûte vos bouteilles? De combien, Robert? De prix public. Oui, prix public à 300% près. Prix public, allez, 20 euros à 50. Ouais, donc c'est quand même très, très raisonnable. Christelle. Vous vendez à qui principalement? Aux restaurateurs, aux cavistes, à l'étranger? À votre copain américain, il achète tout. Non, j'aimerais bien. Non, on vend plutôt à l'international, un tout petit peu en France. Je dirais peut-être 30%, 25% en France. Pourquoi ne pas plus vendre en France? Non, j'aime bien laisser la place aux autres. Non, mais franchement, il y a beaucoup de vins en France, il y a beaucoup de gens qui vendent bien en France, et j'avais une certaine possibilité de vendre assez facilement sur les marchés étrangers. Oui, c'est ça. Ouais. Donc en fait, j'ai privilégié ça. C'était plus simple pour moi au début de faire ça. Puis on n'a jamais trop rattrapé le marché français. Vous aurez peut-être l'occasion là ces derniers temps, ce qui se passe, de rattraper ça. Oui. Ou l'obligation. Au lieu de l'occasion. Température de service, Robert, il faut les servir, vous les conseillez entre combien vos vins? Les rouges, commencent à 14. 14, ouais. Commence à 14 et laissez monter tranquillement. Ouais, tranquillement quoi. Voilà. Merci beaucoup Robert Eden, Christelle Tarré, Mathieu Viol, Frédéric Brochet.